Après-midi du 26 octobre 2020, le rugissement soudain des motos brise le calme du sud du Niger, envoyant un frisson dans le dos de Philip Walton, âgé de 27 ans. Les ennuis se rapprochent rapidement. Le cœur battant, il prend la main de sa femme et l'entraîne dans leur petite ferme, chaque seconde comptant. Walton, un agriculteur modeste de Mangue, n'a qu'une seule chose à offrir aux bandits. Il est américain. 6 hommes à moto déboulent dans l'allée poussiéreuse. Descendant de leur moto, Walton remarque les anciens fusils Kalachnikov datant de la guerre froide. Il lève instinctivement les mains, alors que les bandits exigent de l'argent. Walton n'a que 40 $ en espèces, à peine de quoi les satisfaire. Mais ils le prennent quand même avant de saccager sa maison. Mais le véritable prix, c'est Philip lui-même. Sous la menace des armes, les bandits y forcent Walton à monter sur une moto après avoir bien préparé leur coup. Sa femme regarde, ses cris de désespoir noyés dans le vrombissement des moteurs. Malgré sa peur, elle se hâte à l'intérieur pour contacter les autorités nigérianes, espérant qu'il ne soit pas trop tard. 2 heures plus tard, les bandits ont franchi la frontière du Niger pour entrer au Nigeria dans le but d'éviter les autorités. Leur base est un campement délabré qui sert à la fois de cachette et de centre d'opération, et caché au plus profond de la brousse, loin des regards vigilants. C'est ici qu'ils cachent leurs otages. Une brève dispute éclate entre les ravisseurs. Certains insistent pour le vendre rapidement à un des nombreux groupes terroristes ou extrémistes régionaux. Ils savent qu'ils trouveront rapidement un acheteur. Les étrangers sont toujours très demandés, et la nationalité de Walton fait de lui un atout de choix. Mais les autres croient pouvoir obtenir plus d'argent en réclamant une rançon à la famille de Walton. Walton essaie d'expliquer qu'il est le fils de missionnaire. Sa famille n'est pas riche, mais quand il réalise l'alternative, il garde sagement la bouche fermée. Un des bandits fouille les affaires de Walton et sort son téléphone. D'un air froid et efficace, il contacte son père vivant de l'autre côté de la frontière, au Niger. L'appel est bref mais brutal. Ils exigent 1 million et raccrochent, éteignant le téléphone, espérant ainsi couper toute possibilité de les localiser. Les ravisseurs ignorent qu'ils ont fait une erreur fatale et que le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures, une réponse sera en cours. Les États-Unis vont faire peser sur eux toute la puissance de l'appareil de renseignement et militaire le plus technologiquement avancé du monde. 1330 heures locales, Washington. Le père de Walton ne perd pas de temps. Dès que les bandits raccrochent, il appelle frénétiquement l'ambassade américaine à Niamey, la capitale du Niger. En moins d'une demi-heure, le secrétaire de la défense est informé de l'enlèvement de Walton. À peine 1 heure plus tard, une réunion entre le SecDef et les chefs d'état-major conjoints, ainsi que des envoyés de la Agence de sécurité nationale de la CIA, du Federal Bureau of Investigation du National Reconnaissance Office et de la National Geospatial Intelligence Agency battent son plein. Les options sont en cours de discussion. Les renseignements sont partagés. Il est évident que Walton a été emmené de l'autre côté de la frontière du Niger. Les autorités nigérianes collectent des informations auprès de témoins locaux, tandis que leur chasse à l'homme s'intensifie. Le gouvernement nigérian coopère pleinement en mobilisant sa propre force d'intervention pour se joindre à l'effort. Dans la salle de réunion sécurisée, le représentant de l'Agence nationale de renseignement géospatial s'exprime. Ils localiseront bientôt Walton avec plus de précision. Le SecDef pose la question que tout le monde se pose. À quel point est-ce précis ? Précis à quelques mètres près. Une équipe conjointe de la CIA et de la National Geospatial Intelligence Agency se concentre déjà sur l'unique indice laissé par les ravisseurs, le téléphone portable de Walton. Les ravisseurs avaient été prudents et assez intelligents pour passer l'appel loin de leur complexe, mais ils n'avaient pas pris en compte un petit détail. Walton utilisait un ancien modèle de téléphone portable. Comme de nombreux anciens modèles de téléphone portable, celui-ci ne s'éteignait pas complètement même éteint, le processeur vérifiant la présence de services de messages courts, toutes les 10 minutes. Pour éteindre totalement ces téléphones, il faut retirer la batterie. C'était une empreinte digitale traçable. L'équipe avait obtenu un emplacement général, mais l'incertitude demeure. Il n'y a aucune garantie que le ravisseur qui a passé l'appel ou le téléphone retournera dans le complexe où Walton est retenu. Un psychologue de la CIA intervient ensuite. Selon son expertise, le groupe est désorganisé et manque de professionnalisme des ravisseurs expérimentés. Ils ont pris un risque, en utilisant le téléphone portable en premier lieu, et en permettant même qu'il soit transporté avec l'otage. Ils peuvent être des amateurs, mais cela ne les rend pas moins dangereux. Cela ne change pas le plus grand risque. Walton pourrait être vendu à un groupe terroriste local ou pire, être kidnappé par eux de leur propre initiative. La nouvelle de son enlèvement se répand déjà dans la région. Une horloge très réelle est en train de tourner. Si Walton disparaît dans un trou noir dans cette région d'Afrique, les chances de le retrouver diminuent drastiquement. La seule façon dont le monde pourrait entendre à nouveau parler de lui est dans l'une des glaçantes vidéos d'exécution de l'État islamique en Irak et en Syrie diffusées en ligne.
Le directeur de la gestion des crises d'otages du Federal Bureau of Investigation s'exprime. Et si Walton était un appât? Cette possibilité fait froncer quelques sourcils autour de la table. État islamique en Irak et en Syrie, Boko Haram et Al-Qaïda en Afrique ont démontré des niveaux de sophistication croissants. Et si Walton avait été capturé, laissant assez d'indices pour impliquer les États-Unis, envisager un sauvetage? S'il y a une propagande plus grande que de prendre un otage américain, c'est d'embuscader et de tuer une élite américaine. Équipe de sauvetage des forces spéciales, et de capturer tous les survivants. Une exécution vidéo de l'un des guerriers les plus élites d'Amérique serait un coup dévastateur pour les États-Unis. Cela stimulerait le recrutement et le financement de groupes comme l'État islamique. Un général, une étoile de l'armée de l'air, représentant du commandement des opérations spéciales, plie calmement ses mains devant lui. S'il y a la moindre inquiétude que Walton soit un appât, l'armée de l'air mettra suffisamment de puissance de feu en orbite, au-dessus de la tentative de sauvetage pour que tout embusqué soit atomisé quelques instants après avoir déclenché son piège. 2 canons AC-130 de Little Rock peuvent fournir un appui aérien, soutenus par des avions ravitailleurs décollant de la base aérienne de Marron dans le sud espagnol. Des Ospreys peuvent délivrer une équipe d'insertion, soutenue par des hélicoptères ravitailleurs déployés depuis la Grande-Bretagne et l'Espagne. Pendant ce temps, des drones Predator et de reconnaissance déjà sur place peuvent être reprogrammés pour assurer une surveillance 24 heures sur 24 du complexe. D'abord, l'équipe doit confirmer que Walton se trouve à l'endroit que l'équipe conjointe CIA, National Geospatial Intelligence Agency, a localisé grâce à son téléphone. Cette tâche incombe à la CIA. Ils exploitent déjà une flotte d'avions de surveillance et de reconnaissance en Afrique pour soutenir les États-Unis, et les efforts de lutte contre le terrorisme des partenaires alliés. Dès que le président en donne son approbation par téléphone, l'un de ces avions sera dans le ciel au-dessus du Nigeria, dans l'heure. 27 octobre 2020. La CIA a réussi à localiser le téléphone de Walton dans une zone reculée du nord du Nigeria. Le terrain ici est impitoyable. Savane sèche parsemée de maigres touffes d'arbres. La terre aride, inhospitalière pour l'agriculture ou la colonisation, offre aux ravisseurs une base d'opération isolée idéale. C'est isolé, dissimulé et loin de toute interférence. D'autres ressources sont en route pour déterminer si Walton est vraiment à l'endroit indiqué, mais rien ne vaut la méthode traditionnelle, des yeux sur le terrain. Une équipe de reconnaissance des opérations spéciales de la marine est réaffectée de sa mission antiterroriste et rapidement déployée dans la zone à bord d'hélicoptères Black Hawk. Le secret est crucial. Ils ne peuvent que risquer de révéler que les États-Unis ont une piste sérieuse sur la localisation de Walton. Pour maintenir l'élément de surprise, les Marines sont déposés à plus de 15 miles de distance et forcés de continuer l'épuisant voyage à pied. L'équipe des Marines est petite, seulement 6 membres et légèrement équipée. Leur travail n'est pas de sauver Walton, même si une opportunité se présente. Au lieu de cela, leur mission est de confirmer sa présence dans le complexe et d'y maintenir une surveillance permanente. Équipés de matériel de reconnaissance longue portée, 4 Marines se sont présents pour appuyer les 2 snipers de l'équipe. Le terrain offre peu de cachettes. L'équipe doit donc s'infiltrer dans l'obscurité. Ils doivent parcourir 15 miles tout en étant chargés d'équipement et installer 2 postes d'observation d'écoute différents de chaque côté du complexe, tout cela avant l'aube. Être découvert serait un désastre, non seulement pour Walton, mais aussi pour les Marines eux-mêmes. Les navires de guerre devant couvrir l'opération de sauvetage sont encore aux États-Unis. Si l'équipe était compromise, elle ne peut pas être sauvée. Ils sont seuls! Pendant les 2 prochains jours, les Marines restent indétectés et confirment la présence de Walton dans le complexe. Pendant ce temps, des opérateurs de la légendaire équipe SAR and Team 6 de la Marine sont rassemblés et préparés pour le raid, une opération qui relève de leur zone de responsabilité désignée en Afrique. Comme beaucoup d'autres forces spéciales américaines déployées à travers l'Afrique, leur présence est autorisée pour poursuivre des missions antiterroristes dans le monde entier. Leur statut secret étant protégé par la loi suite aux événements du 11 septembre. 29 octobre 2020. Des avions à haute altitude équipés d'instruments ultra sensibles et puissants cartographient le complexe avec une précision remarquable. Grâce à un radar pénétrant les matériaux, ils génèrent des images de l'intérieur du complexe. Bien que la résolution soit faible, les données sont suffisamment détaillées pour permettre aux SEAL de s'entraîner à une insertion précise et à se déplacer dans tout le complexe. Pendant ce temps, l'équipe de reconnaissance des Marines transmet par radio des mises à jour en temps réel depuis le terrain. Ces renseignements permettent aux SEAL d'élaborer un plan d'assaut efficace. En Europe, 6 avions Osprey et 4 avions MC-130 sont déployés à la base aérienne de Moron, à l'extrémité sud de l'Espagne.
Les SEALs prendront les Ospreys jusqu'au point d'insertion. Le MC-130 fait double emploi en tant que ravitailleur en vol et est prêt à fournir un réapprovisionnement par largage aérien si la situation sur le terrain se complique. 5. KC-135 Stratotankers du 100e escadron de ravitaillement en vol ont rejoint la force d'assaut grandissante. 30 octobre 2020, dans les premières heures, 2 canons volants AC-130 décollant de Little Rock, Arkansas, atterrissent à la base aérienne de Moron. Ils fourniront une couverture aérienne pour la force d'assaut au sol, transportant de l'artillerie allant d'un obusier de 105 mm à des canons de 40 mm et des mitrailleuses. Les AC-130 apportent suffisamment de puissance de feu pour raser une étendue significative du nord du Nigeria. Le renseignement nigérian pense que le risque que Walton soit vendu à l'État islamique ou à Al-Qaïda est de plus en plus grand. Leur situation devient critique et met une pression significative sur les Américains pour lancer leur tentative de sauvetage. L'armée nigériane assemble une force de réaction rapide, prête à aider les Américains en cas de problème. Chargée de fournir un soutien immédiat, cette unité sera les premières bottes sur le terrain que les États-Unis. Les SEALs peuvent compter sur si l'opération tourne mal. Au Nigeria, une force d'intervention rapide est mise en place pour intervenir si les ravisseurs échappent à l'assaut américain de l'autre côté de la frontière. Étant donné leur proximité avec la frontière, il est probable qu'ils chercheront à rentrer au Niger et pourraient rapidement se perdre dans la campagne si les autorités ne réagissent pas rapidement. En fin d'après-midi, les services de renseignement américains envoient une mise à jour urgente au secrétaire à la Défense et au président. Les ravisseurs ne pensent plus obtenir de rançon pour Walton. Au lieu de cela, ils se préparent à le vendre au plus offrant. Le feu vert est aussitôt donné. À 18h30 heure locale, les Navy Seals embarquent dans leurs Ospreys qui décollent, escortés par des MC-130. Ils volent vers le sud-est au-dessus du Maroc. Et une demi-heure plus tard, ils sont rejoints par l'un des AC-130 canonniers volant plus rapidement et 2 des Stratotankers de l'Air Force. Au-dessus de l'Afrique du Nord, volant de nuit et à quelques mètres l'un de l'autre, les Stratotankers ravitaillent les MC-130, qui à leur tour ravitaillent les Ospreys. Après 2 ravitaillements en vol, les Stratotankers se détachent et retournent à la base aérienne de Moron. Au moment où la force d'assaut pénètre l'espace aérien nigérian, ils reviendront pour ravitailler les avions à leur retour et ramener les équipages en sécurité. Les Ospreys et leurs escortes continuent vers le sud et entrent dans le nord du Nigeria vers 0 à 100 heures. Les 30 SEALs commencent leur insertion sous le couvert de la nuit, choisissant un saut en parachute à haute altitude pour éviter d'alerter les sentinelles près du complexe. Leurs parachutes noirs se confondent dans la nuit. Le seul indice de leur arrivée est l'obscurcissement momentané des étoiles, alors que les hommes descendent vers la terre. Atterrissant à seulement quelques kilomètres de l'objectif, ils rassemblent rapidement et cachent leur équipement de saut, avant de se diviser en équipes de feu et de partir à pied. Un avion de renseignement et de surveillance électronique Poseidon prêté par la marine arrive sur place et les canonniers s'installent en large orbite au-dessus de la cible. Le Poseidon utilise son réseau de technologie de surveillance de pointe et extrêmement classifié pour fournir des données en temps réel à l'équipe d'assaut CA, Air and Land. Au sol, les SEALs approchent du complexe depuis 2 endroits différents. Ils savent que la plupart des ravisseurs dorment. Les 2 sentinelles patrouillant dans le complexe sont inconscientes de la force invisible rôdant à leur périmètre. Se déplaçant silencieusement à travers les ombres, la force d'assaut parvient à se frayer un chemin jusqu'à la maison elle-même, où ils identifièrent les ravisseurs à vue. Ensuite, ils ouvrent le feu. La fusillade, à sens unique, se termine en quelques secondes à peine. Les 2 hommes qui gardent Walton sont immédiatement éliminés par des fugitifs d'assaut silencieux. 4 ravisseurs tentent de saisir leurs armes mais sont stupéfaits par des grenades flashbang explosives. Juste après les flashbangs, les SEALs assaillants font irruption dans la maison et éliminent les ravisseurs désorientés. Seul l'un des ravisseurs survit à l'épreuve, choisissant de se rendre. Walton était rapidement identifié, examiné par un médecin pour des blessures éventuelles, et vite sorti de la maison. 2 Ospreys survolent à basse altitude, leurs rotors tranchant l'air alors qu'ils se posent juste derrière l'assaut avançant des Sea, Air and Land. Le timing est impeccable, leur arrivée est synchronisée avec l'opération en cours au sol. Le grondement profond du canon aérien emplit la nuit au-dessus. Son orbite a été considérablement resserrée, en prévision de fournir un soutien-feu à tout moment. Entre le canon aérien et la surveillance puissante de Poséidon, aucun autre hostile n'est localisé près du complexe. Ce kidnapping n'était pas du tout un piège. Dans un des Ospreys qui décolle,
Un médecin CIA Air Land soigne Walton pour déshydratation. L'appareil est déjà en route vers un aérodrome au Niger, où d'autres soins médicaux seront administrés. L'ensemble de l'opération a pris des jours à coordonner et des heures à exécuter. Le sauvetage réel de Walton a duré moins d'1 minute, grâce à la létalité extrême des guerriers d'élite les plus éminents d'Amérique. La mission démontre la flexibilité, la mobilité et la puissance de collecte de renseignements des agences de renseignement militaires et civiles américaines. Que pensez-vous de la mission de sauvetage? Était-ce une preuve parfaite de la force militaire des États-Unis? Partagez vos pensées dans les commentaires. Allez maintenant voir la folle mission de sauvetage d'un avion détourné, l'opération Entebbe, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.